Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, la chaîne du continent. Et je suis très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis soirs à notre rendez-vous dans votre avis de 20h30. Et je vous remercie pour votre fidélité à notre antenne. Le désordre mondial actuel que nous vivons et dont tous les peuples de tous les continents subissent les effets dramatiques est-il d'essence identitaire? Et qu'est-ce que l'identité dans la mondialisation supposée du destin de l'humanité? Qui est l'autre? Et l'autre est-il vraiment mon enfer, comme le disait Jean-Paul Sartre? Pourquoi est-ce que je le perçois comme une menace? Et enfin, quel rôle les considérations économiques et financières, les enjeux géostratégiques et les idéologies religieuses jouent-ils dans ce désordre planétaire? Voilà les questions que je vous invite à débattre ce soir avec les contributions de M. Doumbi Fakoli. M. Doumbi, vous êtes président du Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine et vous êtes écrivain. Et M. Nafé Keita, vous êtes anthropologue, maître de conférence à l'Université de Bamako. Et je vous remercie au nom des téléspectateurs d'Africa Télévision d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Voyons, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, ce que les Africains pensent de notre thématique de ce soir. Il y a un jeu d'intérêt parce que chacun veut défendre ses intérêts autant qu'il peut. Ça peut être juridique, ça peut être économique, ça peut être social. Tout ça, ce sont des sources de conflits où il faut voir chacun des domaines pour savoir exactement, au fond, qu'est-ce qui se passe. L'identité n'est qu'une composante de la personne humaine. Donc l'identité permet de dire qui est qui, etc. Donc ça ne peut pas être une cause du désordre mondial. Par contre, il y a un point sur lequel on peut discuter. L'identité mondiale est devenue un enjeu stratégique. D'ailleurs même un enjeu stratégique de développement et de sécurité. Là, oui. Bon, quand je prends le cas des Occidentaux qui jouent aux pompiers, alors qu'en réalité, n'est-ce pas, c'est d'abord des pyromanes. Bon, si je prends la connotation ethnique, je prends le cas de mon pays, le Mali, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, une ethnie, n'est-ce pas, qui ne veut pas se faire dominer, n'est-ce pas, entre guillemets, n'est-ce pas, par les autres. Bon, ça veut dire des blancs qui se font dominer par des noirs, n'est-ce pas, ça c'est ça la source même du vrai conflit au Nord Mali. Mais c'est peut-être parce que quelque part, il y a des groupes qui se retrouvent avec ces guerres, avec ces conflits, qui les cultivent. C'est parce que aussi les politiques éducatives ont échoué dans nos pays. Donc c'est aussi l'expression de la mauvaise gouvernance. Parce que le désordre actuel, les gens pensent que c'est un problème d'ethnie. Ce n'est pas un problème d'ethnie. En Afrique ici, le pouvoir, quand un pouvoir une ethnie est au pouvoir, elle favorise plus son ethnie que les autres ethnies. Or pourtant, tout le monde doit être favorisé. Donc dans ce cas, tout le monde veut que quelqu'un de son ethnie vienne au pouvoir. Donc ça amène plusieurs conflits et ça nous crée des problèmes. Oui, moi je pense que les conflits dans le monde actuel est une essence identitaire parce qu'il y a des puissances qui veulent toujours, c'est-à-dire perpétuer dans la puissance mondiale. Et donc pour perpétuer dans la puissance mondiale, il faut réduire d'autres États, c'est-à-dire à la domination. Moi je pense que vraiment c'est une question d'idéologie. En Afrique, très malheureusement, nous constatons toujours, en tout cas
des guerres, des rébellions, souvent des émeutes. Et c'est dû essentiellement à la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. Vous savez que les acteurs qui ont lutté dans les années 90, notamment un peu partout sur le continent africain, pour l'avènement de la démocratie, espéraient que au moins ce système de régime politique qui va permettre aux citoyens de choisir leur père allait changer leur quotidien. Aujourd'hui, plus d'un quart de siècle après l'expérience démocratique, l'on se rend compte que le mal-vivre continue tout. Quand tu prends Boko Haram, tu prends la guerre au nord, il faut voir de près. On n'a certainement pas envie de dire la réalité. Mais cette guerre, ce ne sont pas des Touaregs qui le font. Ce sont des puissances étrangères qui sont en train de faire la guerre à travers des identités. Et quand tu prends Boko Haram, c'est quoi? On dit que c'est une guerre religieuse. Ce n'est pas une guerre religieuse. C'est des musulmans qui sont en train de tuer. Qui le font? Et qui finance ces individus-là? Quand des groupuscules parviennent à avoir une capacité militaire beaucoup plus élevée que les États, il faut se poser la question, d'où ça vient? Et qui les soutiennent? Le problème fondamental qui se pose, c'est un peu ça. Si vous voyez, d'abord, c'est la mauvaise répartition des richesses, parce que, vous voyez, il y a certaines personnes, une minorité, qui détient les 80 ou 90% de la richesse mondiale. Ça, c'est le premier aspect. Et c'est des questions de développement, généralement. Et en plus de ces questions de développement, la question identitaire est là. Une minorité qui ne veut pas travailler veut vivre dans la bourgeoisie. Et ça aussi, c'est un fait qui crée des conflits. Et la mauvaise répartition, les rapports de force aidant, vous savez que aujourd'hui, les Occidentaux ont partagé le monde. Et chacun s'est agrippé sur une partie où il y a toujours problème de développement. Et voilà l'origine des conflits. Voilà. Monsieur Doumbi Fakoli, comment définiriez-vous pour les téléspectateurs d'Africable Télévision l'identité d'un groupe social donné, qui peut être un peuple, qui peut être une communauté, qui peut être un ensemble de quelque forme que ce soit? Qu'est-ce que c'est que l'identité? Tout groupe organisé, un peuple par exemple, est un ensemble d'attitudes et de comportements en activité. Cet ensemble d'attitudes et de comportements est défini par sa vision du monde, c'est-à-dire la relation que le peuple établit entre le monde invisible et le monde visible. Et cette relation, elle vient de l'identité que le peuple lui-même découvre en le Créateur, c'est-à-dire en Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que ce peuple fasse? Comment veut-il que ce peuple se comporte sur la terre, et comment veut-il que ce peuple, disons, ait des relations avec le divin? Donc l'ensemble de ces attitudes et de comportements définissent l'identité, qui comporte trois éléments essentiels: le nom, la langue et la tradition. Le nom, ce qui n'a pas de nom, n'existe pas. Donc le nom confère la vie. Mais le nom n'est pas seulement un élément d'identification. Le nom est aussi le réceptacle de la mémoire collective d'un peuple. Mais la vie que donne le nom est exprimée par la langue. Aucune langue n'a jamais été en panne de mots pour désigner une réalité qu'elle a vécue. Donc la langue est aussi un moyen d'expression des sensibilités et de la conscience d'un peuple. Donc le nom confère la vie, la langue permet d'exprimer la vie, mais dans un cadre bien défini qui est la tradition. La tradition, donc, est l'héritage par lequel un peuple se perpétue. Donc ce sont ces trois balises que chaque peuple a posées. Et ce sont ces trois balises qui font que un peuple est différent des autres. Le peuple africain, par exemple, est fondamentalement différent du peuple arabe parce qu'ils n'ont pas les mêmes traditions, ils n'ont pas les mêmes langues. Le peuple africain est fondamentalement différent Il y a des Arabes africains. Oui, mais ces Arabes africains ne portent pas un nom africain. Ils ne s'appellent pas Thiéba, ils ne s'appellent pas Béhanzin. Comme les noms africains s'appellent Mohamed ou François ou Paul, ça n'a rien à voir avec Béhanzin, par exemple.
La réalité que véhicule Béhanzin n'est pas la même chose que la réalité que véhicule François. Parce que quand on porte un nom étranger, déjà, on change de patrie. On connaît mieux la vie, l'histoire du nom qu'on porte. Et ce nom étranger, on a oublié une partie importante de sa propre histoire. Voilà pourquoi l'identité d'un peuple se résume à ces 3 points essentiels. Tous les peuples qui se respectent font tout pour baliser leur route par ces 3 principes essentiels. C'est ça l'identité d'un peuple. Donc le désordre auquel on assiste maintenant, c'est un conflit entre effectivement ces différentes identités. On va y arriver. On va y arriver si vous permettez. Le temps que je demande à l'anthropologue, Monsieur Nafé Keita, si vous voulez réagir à ce que vient de dire Monsieur Doumbi Fakoli. Et je voudrais ajouter à la première question une seconde. Quels sont, d'après vous, les référents à partir desquels une communauté humaine fonde son identité? Parce que j'imagine que l'identité est une construction aussi. Oui, fondamentalement, et comme son nom l'indique, quand on parle de l'identité d'une personne, devant un policier, la personne dira, la personne va décliner sa civilité. Quand je voudrais décliner mon identité devant mon papa, je dirais, je suis son fils. Quand mon fils voudrait décliner son identité devant moi, il dira, je suis son père. Donc à ce niveau, moi, pris entre ces 3 faisceaux, je peux en réalité décliner mon identité en rapport à chaque relation à développer à ce niveau-là. D'ailleurs, quand on parle d'identité à ce niveau, l'identité n'est pas absolue. L'identité, elle est dynamique, l'identité est fluide. L'identité est dynamique en ce sens, à partir des événements récents chez nous. Quand on dira en réalité, qu'est-ce qui se passe dans les régions dites du nord du Mali, on dirait qu'il y a une rébellion. C'est la rébellion du fait de qui? On dirait que c'est la rébellion des Touaregs. Or, tous les Touaregs n'ont pas pris des armes. En disant la rébellion des Touaregs, il s'agit de certaines personnes issues des communautés Touaregs qui ont eu à faire des grandes écoles au Mali, ou de certaines communautés Touaregs dont les parents avaient eu à émigrer en Libye et qui s'est nés là-bas. Donc, ils n'ont d'appartenance malienne que d'appartenance en réalité de leur papa. Et il y a eu à évoluer dans la culture libyenne. Ils n'ont de connaissances de la culture malienne que du rapport qu'ils ont avec leur papa. Donc, à ce niveau-là, il y a plusieurs identités qui viennent en réalité s'entrechoquer. Vous voulez dire que dans une identité, en réalité, il y a une pluralité d'identités? Il y a une pluralité d'identités, c'est pour que l'identité est fluide. L'identité n'est pas du tout absolue. Très bien. Mais quels sont les référents à partir desquels un groupe donné, un groupe humain donné, construit son identité et pour s'affirmer, comme disait Doumbé tout à l'heure, pour s'affirmer en différenciation des autres? À ce niveau, par rapport à l'exemple que je viens de donner, l'identité n'est construite que par rapport au lieu d'origine, que par rapport au lieu de provenance des parents. Ceux qui parlent tamashek en Libye, le tamashek libyen n'est pas la même chose que le tamashek malien. Donc à ce niveau, c'est l'ensemble des référents à partir desquels les gens arrivent à se retrouver. Comme Doumbé a eu à le dire, ça peut être le nom. Généralement, quand on parle chez les tamashek, les noms tamashek sont très clairs. On ne va pas trouver en réalité un nom musulman. Si on trouve un nom musulman, ça veut dire en réalité ce groupe a été influencé par d'autres groupes. Ce sont des noms de lieux, ce sont des noms de pâturages qui sont en réalité davantage assez fréquents en milieu tamashek. Donc à ce niveau, le nom est assez déterminant et en même temps il y a la langue que la communauté a en partage. Bien vrai qu'il peut y avoir des altérations suivant les communautés. Et cette tradition en tant que telle peut en réalité, face au choc, peut en réalité être altérée parce qu'il n'y a pas de tradition figée. On est obligé en réalité de s'ouvrir aux uns et aux autres. On emprunte. Je porte en réalité le patronyme Keita. Les gens me diront en réalité c'est un malinké. Mais est-ce que j'ai la culture malinké? En voyant en réalité dans mon éducation et dans mes pérégrinations, j'ai davantage vécu dans des milieux qui ne sont pas en réalité fondamentalement des cultures malinké. Donc en ce temps, si on me dit vous êtes malinké, je dirais attention, peut-être c'est mon papa qui est malinké.
Moi, je pourrais dire davantage que je suis Soninké, parce qu'ayant eu à vivre en milieu Soninké, je peux dire je suis Peul, ayant eu à vivre en milieu Peul, comme je peux dire je suis Wolof, ayant eu à vivre en milieu Wolof, comme je peux dire je suis Tamashek, ayant eu également à vivre en milieu Tamashek. Donc, l'ensemble des apports que j'ai eu de ces différentes cultures, aujourd'hui, qui forgent mon identité. Et en ce temps, c'est une identité forgée, en réalité, à partir de plusieurs sommes que j'ai eu à prendre chez les unes et les autres. Donc, en ce temps, mon identité est en rapport au nombre de choses que j'ai eu à retenir chez les autres et en rapport à mon présent et que j'arrive à articuler la médiation avec le monde extérieur. C'est-à-dire donc, si je vous ai bien suivi tous les deux, c'est que l'identité, elle est d'abord et essentiellement culturelle. Est-ce qu'on peut déjà se mettre d'accord sur ça? Mais l'identité, je l'ai dit, c'est un rapport à la vision du monde d'un peuple. Cette vision du monde définit et oriente la politique, définit et oriente la sociologie, définit et oriente l'économie, définit et oriente la culture. C'est-à-dire tout est compris dans cette vision du monde. Donc la culture elle-même, elle fait partie de la vision du monde. Elle n'est pas isolée, la culture. Est-ce que à partir de ce que vous venez de dire, on peut considérer que la culture est un facteur belligène? Est-ce que la culture a en elle les germes de la guerre, du conflit avec l'autre? Non, il y a certaines cultures qui sont profondément humanistes. La culture africaine est profondément humaniste. C'est celle-là qui n'a jamais été agressée des gens à l'extérieur, jamais. Mais pour rebondir sur sa définition de la culture individuelle, effectivement, une culture individuelle, c'est un ensemble de faits. Quel Malien n'est-il pas origine de 2 cultures, de 3 cultures différentes? Son père peut être malinké, sa mère soninké, ainsi de suite. Et dans beaucoup de peuples d'Afrique, c'est effectivement pareil aussi. Donc on prend un peu de tous ces peuples-là. On prend une culture, une partie de l'identité de tous ces peuples. Mais tous ces peuples, dans l'ensemble de l'Afrique, ont une identité qui est unique par la vision du monde, elle est la même, avec quelques variantes, mais sinon la vision du monde est la même. Voilà pourquoi de l'Afrique, du Sénégal jusqu'en Afrique australe, c'est la même vision du monde africaine, c'est la même culture, parce que la définition par rapport à Dieu est exactement la même. Donc, une culture individuelle n'est pas la même chose que la culture d'un groupe, parce qu'un groupe a pensé sa culture, a eu sa vision du monde et a tout défini par rapport à ses visions du monde. Voilà pourquoi j'insiste encore, la vision du monde africaine, son identité n'a rien à voir avec l'identité arabe ou l'identité chrétienne ou l'identité juive. Ça n'a rien à voir, même pas avec l'identité hindoue. Très bien. Monsieur Keita, alors on va passer au deuxième stade de notre thématique. Est-ce que vous considérez, vous, qu'il existe aujourd'hui sur la planète Terre un désordre mondial? Et avant de répondre à cette question, je vais revenir à cette question de culture. Allez-y. Parce que quand chaque culture n'est réelle, n'est dite culture, si elle n'est pas en lien avec une histoire. Si aujourd'hui on parle de la culture africaine, parce que tous les pays de l'Afrique, approximativement, ont connu la période de la colonisation, ont connu les guerres de libération, ont connu en réalité les indépendances, ont connu des coups d'État. Donc, quelle que soit notre extraction culturelle, à savoir en rapport avec une identité, Djola, Wolof, Serer, Malinké, Tamashek, chacune de ces sous-cultures a un rapport particulier avec l'histoire de la colonisation. Et dans les rapports aux autres, et en rapport au cadre gestionnaire du pouvoir, chacun se repositionne par ses biais. Il ne peut pas y avoir d'une culture identique pour l'Afrique. L'Afrique, elle est blanche, l'Afrique, elle est noire. C'est une culture métisse. Or, quand on raisonne en termes de culture métisse, on raisonne en termes d'ouverture. Et cette ouverture est autant vraie pour une identité singulière qu'une identité pour une communauté. Pour ce qui est du désordre mondial en tant que tel, si vous vous rappelez bien, il y a un auteur très célèbre vers la fin des années 90
Francis Fukuyama, il avait écrit un article, d'abord La fin de l'histoire. Il a été poussé pour amener cet article-là à un livre, La fin de l'histoire et le dernier homme. Dans cet article, dans ce livre, il a eu à démontrer que par rapport au rapport entre les différentes cultures, entre l'Occident, l'Orient et l'Afrique, au jour d'aujourd'hui, quelles que soient les formes de pensée, la pensée, quand je dis pensée, à savoir en réalité les grandes théories pour changer l'ordre des choses existantes, avec la fin du régime soviétique, il a dit aujourd'hui c'est la victoire de l'Occident chrétien sur le socialisme, sur le communisme et sur les absolutismes. Et ce livre, cette idée a été reprise autrement par un autre auteur qu'on appelle Samuel Huntington. Si vous permettez, on va arriver à Samuel Huntington tout à l'heure. Okay. Donc, en ce temps, le désordre actuel, quand on parle de désordre, ça veut dire la manière dont nous concevons le quotidien, c'est ce qui a changé. Or, notre vie, n'étant pas en réalité statique, notre vie étant dynamique, c'est des formes de changement qui adviennent dans nos sociétés, quitte à nous de nous préparer pour mieux les anticiper et pour mieux les dompter. Ce n'est pas en tant que tel désordre que je puisse interpréter tout ce qui se passe autour de nous, même les rébellions en tant que telles. Nous devons en réalité en tirer des conséquences positives. Ce qu'on reproche aux gouvernants, ce qu'on reproche aux autres Maliens par rapport au commerce de l'entre-deux, ce regard de l'autre sur soi et ce regard de soi sur l'autre, nous devons en réalité les articuler autrement. Très bien. Alors, là, je crois que nous avons un peu déblayé notre terrain. Non, oui, j'arrive. Je vais vous donner la parole, M. Doumbi Fakoli, et vous allez réagir. Mais je voudrais préciser un certain nombre de choses. Lorsque moi, citoyen lambda, j'ouvre ma radio ou ma télévision, ce que j'entends, principalement, c'est les forfaits commis par Al-Qaïda, par Ansar Dine, par Daesh, par Boko Haram, par, je ne sais pas, les guerres entre la Russie et l'Ukraine, entre le Yémen, l'Arabie Saoudite, je ne sais pas, l'Irak, les États-Unis, la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Afrique du Sud, l'immigration clandestine dont les morts émaillent nos petits déjeuners, la crise économique et financière qui n'en finit pas. Voilà un peu pour ne donner que quelques points indicateurs. Ce que mis ensemble, on peut considérer, avec évidemment en conséquence la pauvreté et le désarroi des peuples, comme étant le désordre mondial. Mais, comme vous le dites, M. Lafeketa, peut-être qu'il n'y a pas de désordre. M. Doumbi Fakoli. Oui, je préciserai d'abord que l'Afrique n'est pas métissée. Vous savez, pour le comprendre, il faut revoir rapidement les thèses les différentes thèses plutôt du panafricanisme. Il y a ce qu'on appelle, ce que les panafricanistes ont appelé, les pères du panafricanisme ont appelé le panafricanisme géographique continental, qui effectivement doit englober toute l'Afrique. C'est la thèse que Kwame Nkrumah notamment a défendue, et les Dubois. Il y a la thèse historique, qui dit qu'à partir du moment où les Arabes et les Africains ont subi les mêmes méfaits de la colonisation, effectivement, ils doivent se reposer sur ça pour créer l'unité africaine. Mais il y a la thèse culturelle qui dit non, ce n'est pas possible parce que l'Arabe et l'Africain n'ont pas la même culture et pour fonder une entité durable, il faut que cette entité-là repose sur la culture. Oui, mais la religion, M. Doumbi, les Arabes, en tout cas ceux avec lesquels la partie de l'Afrique subsaharienne est en contact, est essentiellement musulmane, autant que la plupart des peuples africains. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il s'agisse d'une même culture? Ce n'est pas du tout la même culture, parce que la culture islamique n'est pas d'origine arabe, elle est d'origine africaine, elle est d'origine arabe. La culture judéo-chrétienne n'est pas d'origine africaine, elle est d'origine judéo-chrétienne. Donc ce n'est pas du tout la même vision du monde.
Vraiment, c'est fondamentalement différent. Si on a le temps, on va le démontrer. C'est fondamentalement différent, ça n'a rien à voir. Donc la thèse culturelle, c'est la thèse qui veut que l'Afrique a des valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs des autres et que c'est sur ces valeurs-là que, effectivement, l'unité continentale peut être créée. Je voulais juste apporter cette précision. Maintenant, par rapport au désordre mondial, les acteurs sur le terrain de ce désordre et leurs commanditaires défendent bien une ligne idéologique qui est nourrie par leur culture. Soit c'est entre communistes et capitalistes. Bon, ça c'est réglé. Bon, non, c'est pas réglé. La différence qu'il y a entre la Chine, qu'il y a entre la Russie et l'Occident, et les autres pays occidentaux, c'est à peu près ça. C'est toujours fondé sur cette idéologie-là. Ils n'ont pas la même idéologie, la même façon de dominer le monde. Même s'ils appartiennent à l'ère judéo-chrétienne, ils ont des conceptions différentes. Quant à Boko Haram, à l'État islamique, etc., eux, ils se fondent sur la religion musulmane, même si on sait qu'ils sont manipulés derrière par des puissances occidentales qui cherchent à imposer leur vision du monde. Vous pensez que Daesh, l'organisation de l'État islamique, est manipulée par des forces qui s'en servent parce que eux, tout le monde le sait, ils n'ont pas d'usine de fabrication d'armes. Ils n'ont pas d'usine de fabrication d'armes. Alors d'où viennent les armes qu'ils ont et qui sont parfois supérieures? Les casernes des armées farfelues qui sont dans ces pays-là. Non, mais avant de venir, ils sont venus bien équipés, bien armés. D'où viennent ces armes-là? Boko Haram, d'où viennent les armes de Boko Haram? Mais on sait très bien qu'ils sont fournis par leurs commanditaires. Donc ces gens-là sont manipulés, mais leurs commanditaires vont être manipulés à leur tour parce qu'ils ne prévoient pas effectivement comment ça va se passer quand l'État islamique va réussir à progresser comme elle souhaite le faire. Dans tous les cas, ce ne sont pas des gens qui ont des usines de fabrication d'armes. Alors leurs armes viennent bien de quelque part. Quelqu'un leur fournit de ces armes-là. Les Occidentaux ont des services de renseignement hyper sophistiqués, hyper compétents, hyper performants. Ils savent très bien d'où viennent ces armes. Donc s'ils voulaient vraiment mettre fin à cette guerre-là, ils n'ont qu'à tarer la source de l'approvisionnement et puis c'est terminé. Donc le désordre actuel auquel nous assistons est bien de source identitaire. Chacun veut imposer son point de vue, sa vision du monde. Et il se trouve qu'effectivement, malheureusement ou heureusement, certains peuples n'acceptent pas cela et résistent. Monsieur Nafeketa, alors là on vient, Monsieur Doumbi dit le problème est effectivement identitaire. Est-ce qu'il est possible d'élaborer un discours sur la causalité identitaire de ce désordre-là? Et à ce niveau, ça peut être une hypothèse. C'est une hypothèse parmi tant d'autres. Parce que si on essaie en réalité de bien comprendre les choses, et ces différents soulèvements qui se jouent autour de nous, c'est dû au fait qu'aujourd'hui, on a la sensation que nous sommes, pas seulement la sensation, nous sommes dans un monde globalisé. Le flux des informations est plus important que toute chose. Au moins, c'est la chose la mieux partagée au jour d'aujourd'hui. Le nombre de gens qui meurent depuis que la crise a commencé au Mali, le nombre de gens qui ont eu à mourir et le nombre de gens tués par accident de la circulation, ceux qui sont tués par accident de la circulation sont plus nombreux que ceux tués. Au contraire, nous devons en réalité être plus attentionnés par rapport à la circulation de la route que par rapport à ce que c'est. Est-ce que vous voulez dire par là qu'en réalité, notre problématique d'aujourd'hui s'explique beaucoup plus par une question de gouvernance que plutôt par, disons, une réalité idéologique? L'idéologie, il y a la part de l'idéologie qui est là, du fait qu'aujourd'hui c'est l'idéologie du libéralisme qui domine un peu partout. Oui, attendez, non, oui. Je veux qu'on se comprenne. Je veux qu'on se comprenne. Lorsque Al-Qaïda envoie des avions s'abattre sur les tours jumelles de New York, est-ce que nous sommes là en face de l'idéologie? Est-ce que nous sommes en face là de l'affirmation identitaire? Ou sur quel terrain nous trouvons-nous là? Ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est une question essentiellement de terrorisme. C'est-à-dire? Ce n'est pas une question liée à la religion. C'est des gens qui se sont organisés pour faire du mal à des pays auxquels ils reprochent des choses peut-être personnellement ou par rapport à la manière dont ces pays-là ont eu à mettre leur mainmise sur leur pays d'origine.
Pourtant, on a eu à utiliser. Il se réclame de la religion. Et en particulier, dans ce cas-ci, il se réclame de la religion musulmane. On peut en réalité réclamer la bannière de l'islam, la bannière d'une religion. Quand je prends l'affaire Calas, ça s'est passé en France. C'était autour d'une religion. C'était une situation de religion. C'était un contexte religieux. Mais aujourd'hui, cela n'a pas empêché que la France, en réalité, soit déclarée le pays, la patrie des droits de l'homme. Dans nos pays, nous devons en réalité de réfléchir à la forme de laïcité propre à nos pays. Quel est le rôle que doivent jouer les religieux et dans la gestion quotidienne de l'État, dans notre comportement au quotidien, dans nos rapports au quotidien, quelle doit être la part du religieux, quelle doit être la part de notre socialité. Tant que nous n'allons pas réfléchir à ce niveau, c'est très facile de dire, voilà, il y a Daesh. Daesh, en tant que tel, est une création récente. Daesh est une création récente. Daesh est né du démantèlement de l'Irak par les forces coalisées de l'Occident. Voilà. Donc, à ce niveau, cherchons à comprendre pourquoi l'Irak est arrivé à cette situation. Pourquoi la Libye est arrivée à cette situation. Je vous ramène à la Syrie, je vous ramène à l'Irak, ben voilà, l'Afghanistan, etc. Oui, à ce niveau, nous savons tous, aujourd'hui, en réalité, nous sommes dans une situation où c'est l'accaparement outrancière autour des ressources naturelles. Aujourd'hui, les pays d'Occident sont un peu essoufflés. Les seules choses qui marchent, ce sont les industries d'innovation. Et les meilleures industries d'innovation, ce sont les industries d'armement. Or, pour que ces armes soient vendues, il faut les tester, il faut créer des champs. Ça, c'est très clair. Il faut renouveler en réalité ces armements. Ok, donc vous allez plutôt vers la thèse économiste de la problématique. Monsieur Doumbi Fakoly, où en sont les Africains dans cette problématique globale? Moi, en tant qu'Africain, que suis-je dans ce désordre mondial dont on dit par ailleurs qu'il va influer mon destin parce que je suis dans un monde mondialisé? Que disent les Africains? Oui, mais je vais d'abord rebondir un peu à ce que M. Keïta a dit. Allez-y. Effectivement, les sociétés occidentales ou les pays occidentaux sont les commanditaires de ceux qui agissent sur le terrain. Tout le monde pense que c'est parce qu'ils convoitent les matières premières dont ils ont besoin. C'est vrai, ils convoitent les matières premières dont ils ont besoin. Mais pourquoi vont-ils chercher ces matières premières en utilisant les moyens violents qu'ils utilisent? C'est parce que leur vision du monde, leur conception du monde, fait que l'économie qu'ils veulent planifier accepte effectivement de violenter les gens pour se réaliser. C'est-à-dire l'économie n'est plus au service des humains, ce sont les humains qui sont au service de l'économie. Ça, c'est leur vision du monde qui fait ça. Voilà pourquoi ce désordre mondial est toujours d'ordre identitaire. Je vais permettre, excusez-moi de vous interrompre un tout petit peu. On me signale que nous avons Dr Gilles Yabi en duplex depuis Dakar. Nous allons l'écouter et puis ensuite vous reprendrez la parole, M. Doumbi Fakoly. Alors nous allons donc prendre M. Gilles Yabi. Gilles Yabi est un analyste politique. Il fut journaliste entre 2003 et 2004 et directeur du bureau de l'Afrique de l'Ouest de International Crisis Group. Nous allons donc l'écouter sur notre problématique. Bonsoir Gilles Yabi. Bonsoir, M. Marico. Alors, dites-nous, le désordre mondial actuel que nous vivons est-il d'essence identitaire? Alors, je crois que si on posait la question aux historiens, ils nous rappelleraient qu'à chaque époque ont correspondu des conflits qui ont engagé des sociétés humaines et généralement avec toujours une dimension identitaire. Parce qu'au fond, l'identité, c'est ce qu'on est et c'est ce qui nous définit par rapport aux autres. Et donc, l'identité, ça peut nous permettre de nous lier à d'autres personnes, mais ça fixe aussi une barrière par rapport à
un autre groupe de personnes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on assiste à beaucoup de conflits dans plusieurs régions du monde où on a l'impression que les facteurs identitaires, qu'il s'agisse du facteur religieux, qui est un facteur qui unit à nouveau des hommes entre eux, mais qui est aussi un facteur qui divise nécessairement, mais également des facteurs, disons, ethniques ou communautaires de manière générale, que ce soit en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, on se rend bien compte que cela joue un rôle important dans les conflits. Mais je crois qu'il faut revenir à la véritable question qui est celle de la question de la gestion de la cité et donc de la gestion de la diversité. La réalité, c'est que dans une grande partie du monde, on a affaire à des pays qui sont composés en réalité de sociétés humaines extrêmement diverses, donc avec beaucoup d'identités, avec des individus qui ont eux-mêmes plusieurs identités, et en même temps avec des groupes humains très différents qui cohabitent sur un même territoire qui doit être régulé par un certain nombre de principes. Donc je crois que le vrai défi, c'est celui de la gestion de la diversité dans un cadre politique qui permette d'éviter des conflits violents et qui permet de gérer précisément les intérêts de groupes humains qui sont différents fondamentalement, mais qui peuvent tout à fait cohabiter ensemble, comme le montre le cas de beaucoup d'autres sociétés multi-ethniques, multi-religieuses, mais qui sont en paix. Est-ce que l'identité peut être considérée comme un facteur de conquête du pouvoir ? Je crois qu'il faut voir dans les questions identitaires leur rôle politique. Je prends toujours l'exemple d'une rébellion. Lorsque vous placez par exemple du côté de quelqu'un qui veut déclencher une rébellion parce qu'il veut accéder au pouvoir soit dans sa région ou parce qu'il veut simplement avoir un contrôle sur un territoire pour en extraire des richesses. Alors cette personne ne va pas dire publiquement je déclenche une rébellion armée parce que je veux le pouvoir ou parce que je veux avoir accès à des ressources minières, par exemple, sur mon territoire. Cette personne va rechercher un argumentaire politique et va rechercher, disons, des moyens de pouvoir mobiliser, parce qu'évidemment, tout seul, vous ne pourrez jamais mener une rébellion. Donc, d'abord, le facteur identitaire, c'est un facteur de mobilisation. Dès lors que vous réussissez à avoir un argument qui mobilise des personnes sur la base de leur identité, en leur expliquant, par exemple, qu'ils sont marginalisés, qu'ils sont menacés dans leur existence par les autres ou par un État, par exemple, vous avez là une force politique, vous avez un discours politique qui se met en place et qui permet à nouveau d'avoir une forte mobilisation. Et je crois que ce qui se joue, y compris dans le contexte des pays africains qui sont des jeunes démocraties, ce qui se joue, c'est une manipulation identitaire par des entrepreneurs politique. Donc la réponse elle-même, elle doit être politique. Cette réponse, elle se trouve à nouveau dans la recherche de principes très clairs qui doivent gouverner les communautés nationales et qui doivent permettre de gérer la multiplicité des identités. Merci, Dr Gilles Yabi, et excellente soirée à Dakar. Monsieur Doumbi, je vous redonne la parole, et y compris pour que vous réagissiez éventuellement sur les propos de Gilles Yabi que nous venons d'entendre. D'accord. Faisons un tout petit peu d'histoire, mais très rapidement. À la mort de Mahomet, l'islam a engagé une guerre de conquête. Les Arabes et leurs alliés, les Moors, dont les Africains, qui ont été récupérés, sont allés sur la péninsule ibérique. Ils ont conquis Séville, ils ont conquis Cordoue, ils ont conquis Saragosse. Ils sont allés jusqu'en France où Charlemagne les a repoussés à Poitiers. Les Espagnols ne les ont pas invités, les Français non plus. Ils sont allés également en Corse. Ils n'ont pas été invités. Donc ça veut dire que l'islam est d'essence guerrière. Ça, il ne faut pas le nier. Si on nous trompe avec des propos qui ne tiennent pas la route, selon lesquels l'islam est une religion de paix, c'est totalement faux. Et Daesh est en train de reproduire justement ce schéma-là. Daesh estime que le vrai islam n'est pas établi et il veut réinstaller ce vrai islam. Vous pensez que Daesh est le promoteur du vrai islam? Non, ce qu'il pense, c'est pas moi. C'est pas moi. Bon, c'est le Daesh qui le pense. Daesh pense que, comme Boko Haram, comme ceux qui étaient en train de couper les bras des gens dans le nord, de violer les femmes, de les battre, etc. Ces gens-là pensent effectivement que l'islam, tel qu'il est pratiqué dans les autres continents, n'est pas un islam véridique. Donc, il veut rétablir le véritable islam. Donc, le désordre auquel on assiste maintenant, c'est une continuation tout simplement de leur pratique violente.
le désordre est totalement essentiellement identitaire. Ce qu'il dit, un individu, effectivement, peut être un ensemble de cultures. Mais un peuple est une culture, une seule culture en marche. Et cette culture-là est définie par tout simplement sa vision du monde. Ça, c'est clair. Et on peut, si on a le temps, on peut approfondir. Donc, cette vision du monde définit sa culture et fait qu'elle est différente des autres peuples. Cette société est différente des autres sociétés, tout simplement. Bon, maintenant, où est la place des Africains? Les Africains n'existent pas. Parce que j'ai dit que chaque peuple met des balises pour se conserver. C'est le nom, la langue, les mœurs et coutumes. Les Africains n'ont plus leur nom. S'ils ne s'appellent pas Mohamed et François, ils s'appellent, je ne sais pas moi, Paul ou Jacques. Leur femme s'appelle Fatoumata ou Marie. Et donc, les Africains sont déplacés de leur contexte africain pour aller vers d'autres horizons. Donc, ils font sienne les histoires des autres peuples. L'Africain ne parle pas sa langue, même la langue de communication avec le divin est une langue étrangère. Donc, l'Africain est obligé de parler une langue étrangère pour s'adresser au divin. Et quant à ses mœurs et coutumes, c'est également la même chose. On prend les 3 étapes fondamentales de la vie d'une personne, la naissance, le mariage et la mort. Tout est célébré en fonction des visions du monde étranger. Les Africains oublient que ce sont les ancêtres qui les premiers ont établi tous ces rituels-là. Ils oublient parce qu'on les a trompés. Donc les Africains n'existent pas. Les Africains croient en des histoires qu'on leur a racontées qui ne sont pas la réalité. Monsieur Keita, les Africains n'existent pas, selon M. Doumbi Fakoly. Physiquement seulement. Mais et à ce niveau, je sais bien, je suis issu d'une famille et à partir de là, j'ai connu mon grand-père et j'ai eu la chance à ce que mes grands-parents me parlent là de mes aïeuls et je peux remonter cela jusqu'à 14 à 15 générations, que ce soit du côté du papa ou de la maman. Ça s'est arrêté par rapport à cette forme d'identification personnelle. L'histoire africaine existe, l'Africain existe, le Malien existe, dans l'histoire, dans le présent. Et dans le futur, l'Afrique va exister. À une certaine époque, quand nombre d'Africains ou de Maliens ont connu l'équipe du Real ou de Barcelone, à travers des joueurs maliens. Quand Tigana jouait avec l'équipe nationale de France, on disait Jean-Amadou Tigana, le Malien. José Touré, la même chose. Et à ce niveau, on peut avoir développé une certaine forme d'atavisme pour essayer, chaque fois quand on dit il faut retourner à nos valeurs de civilisation. Le plus important aujourd'hui, on retourne aux valeurs de civilisation parce qu'on est confronté à des problèmes. Il faudrait les questionner à partir de nos réalités. Et à ce niveau, notre histoire est tellement métissée, a été tellement matinée, qu'à ce jour, c'est mettre à la recherche de la culture originelle africaine, Bamana, Malinké, ça n'existe pas. On prend l'empire du Ghana. Quand on dira à nombre de gens aujourd'hui, l'empire du Ghana, c'était un empire qui était à la solde des Soniqués, les gens diront c'est faux. Quand on dira l'empire du Mali, par rapport à ces étendues, de l'Atlantique au lac Tchad, on dirait que c'était les Malinké. Mais est-ce qu'un esprit en réalité raisonné peut accepter cela? Est-ce que c'était les Malinké qui étaient au pouvoir seulement? En ce temps, il y a eu aussi la partition de l'islam. Il y a eu la partition de la colonisation. Mais quel Africain je voudrais être? Mais je suis à la somme en réalité de toutes ces épreuves. Je ne peux pas nier cela. Très bien. Mais en ces temps... On va avancer. En ces temps... Oui, allez-y, mais on va avancer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, en ces temps... Oui. Je n'ai aucun complexe par rapport avec les religions révélées. Les religions révélées, les religions du terroir. Ce sont des formes en réalité de croyances. Que chacun croit à ses croyances, c'est une très bonne chose. Mais ramener les religions révélées comme si en réalité c'est des formes d'évasion ou autre chose, ça, je n'ai pas été colonisé pour m'imposer l'islam. C'est vrai, je suis né dans une famille musulmane et chrétienne. Mais j'ai choisi ma religion. Mais je ne voudrais pas laquelle. Très bien. Alors, on va avancer si vous voulez bien. On va avancer. Alors, en 1996, Samuel Huntington, universitaire américain, a écrit un
un ouvrage de 538 pages intitulé « Le choc des civilisations ». Alors, très rapidement, dans le voici ce que dit Huntington. Il dit, après la fin des idéologies, il appelle la fin des idéologies la chute du mur de Berlin. Il dit, après la fin des idéologies, 3 axes principaux ont émergé. Premièrement, l'émergence de la Chine. 2, l'émergence de l'islam. 3, le déclin de l'Occident. À partir de quoi, il dit, je vais vous citer un extrait sur lequel je voudrais que nous réagissions rapidement parce que nous sommes à la fin de l'émission. Voilà ce qu'il dit à la page 18. Les Occidentaux doivent admettre que leur civilisation est unique, mais pas universelle, et s'unir pour lui redonner vigueur contre les défis posés par les sociétés non occidentales. Ainsi, nous éviterons une guerre généralisée entre civilisations si, dans le monde entier, les chefs politiques admettent que la politique globale est devenue multicivilisationnelle et coopèrent à préserver cet état de fait. M. Doumbi. Oui. Mais il y a lieu d'apporter une précision. Certains Africains, comme M. Keïta, trouvent difficile de remonter aux sources pour retrouver nos racines. Il n'y a rien de plus facile que ça. Il faut seulement un travail d'investigation. Nous avons tout en Égypte, tous les documents existent. Donc des preuves palpables à l'appui. Nous pouvons démontrer, par exemple, que les textes sacrés que nos ancêtres ont écrits sont plus vieux de plus de 1000 ans que l'Ancien Testament, de plus de 2000 ans que le Nouveau Testament et de plus de 3000 ans que le Coran. Ça existe. Nous pouvons démontrer que les notions d'enfer, de paradis et de jugement dernier sont nos ancêtres qui l'ont inventé, alors que même n'étaient pas encore nés les ancêtres des Arabes, l'ancêtre des Arabes Ismaël, l'ancêtre des Juifs Isaac. Nous pouvons démontrer tout cela. Ce sont nos ancêtres qui ont inventé ces notions-là. Et ces notions, comme ils les ont expliquées de manière profane, c'était destiné aux enfants. L'enfer, comme on parle aux autres, c'est un enseignement que nos ancêtres ont défini, destiné aux enfants. Le paradis, c'est pareil pour les inciter à faire le bien. Donc les Africains aujourd'hui ont peur de l'enfer alors que l'enfer n'existe pas. Si on a le temps, je vous fais la démonstration. On n'a pas le temps malheureusement. C'est dommage. Mais on reviendra dans une autre émission. L'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, le jugement dernier n'existe pas. C'est parce qu'ils n'ont pas franchi tout simplement la porte des centres d'initiation pour découvrir la réalité qui se cache derrière cela. Donc c'est l'enseignement des enfants que les autres ont pris pour en faire une réalité. Et les Africains en ont peur. Il faut qu'ils cessent d'avoir peur. Maintenant, assez rapidement. Voilà. Maintenant, concernant ce qu'elle a dit, ça prouve effectivement que tout ce qui se passe à l'heure actuelle est d'ordre civilisationnel, donc d'ordre culturel. Le choc est d'ordre culturel. Et c'est vrai que l'Occident a cette manie de penser que sa civilisation est universelle et qu'elle peut l'imposer à tout le monde. Comme d'ailleurs les religions dites révélées, pas révélées, mais les religions dites révélées, pensent qu'effectivement qu'elles sont universelles alors qu'elles ne sont pas universelles. Elles sont nées il n'y a pas longtemps seulement. Bon, donc, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Il faut effectivement qu'il y ait un dialogue de cultures, pas un mélange de cultures, parce que la civilisation africaine, la vision du monde africaine est incompatible avec la vision du monde judéo-chrétien et musulman, ça c'est clair. Mais on peut dialoguer. C'est ce que je ne peux pas ajouter sur ce qu'il a dit. Très bien. Avant de vous donner la parole, M. Nafé Keïta, je vais ajouter une autre citation du même Samuel Huntington. Vous pourrez réagir sur les deux. Et alors là, c'est à la page 61. Par rapport à l'apogée de l'Occident. Voilà ce qu'écrit Samuel Huntington. L'Occident a vaincu le monde, non parce que ses idées, ses valeurs et sa religion étaient supérieures, mais plutôt par la supériorité à organiser la violence qu'il a organisée. À ce niveau, c'est le nœud en réalité égorgé de problèmes de gouvernance. Parce que quand on essaie de voir les thèses qui essaient de discuter de l'assise de l'autorité de l'État, ils ramènent la réalité à la maîtrise de deux sources de monopole. La monopole de l'exercice de la violence et la monopole en réalité du système d'imposition, la fiscalité. Un État, pour qu'elle existe, il faudrait que cet État puisse entretenir des forces armées de sécurité et que ces forces armées de sécurité lui permettent également en réalité la levée de l'impôt. Donc à ce niveau, ça c'est la puissance de l'Occident à ce niveau. Et quelle que soit cette puissance de l'Occident,
l'Occident ne pourrait pas en réalité amener des sociétés du monde à une certaine forme d'homogénéisation. Mais quand on lit l'ouvrage plus loin, suivant les différents scénarios que l'auteur développe, il dira l'avenir serait davantage la confrontation entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman. Or, quand il essaie d'opposer les deux entités géographiques en termes de religion, c'est comme si en réalité d'autres parties du monde n'existent pas. Or, là où il devait éprouver ces hypothèses, en Afrique et en Asie, est-ce qu'en ce temps, on serait en réalité converti, où on aurait matiné tellement la culture de l'Occident chrétien, où on aura tellement matiné la culture de l'Orient musulman, qu'on se serait en réalité entre les deux bords. Or, la question qui est à ce niveau, apprenant en même temps tous les indicateurs économiques de l'époque, la crise était davantage l'accès aux ressources énergétiques. C'est là où on a commencé déjà l'idée à germer de l'exploitation en réalité du pétrole de schiste. Donc face à ces enjeux, la posture qu'on essaie en réalité d'avancer par la christianité à l'opposé à l'islam n'est qu'un prétexte. Le prétexte est davantage en réalité fondamentalement économique. Ça, c'est un premier aspect. Okay. Le deuxième aspect, rapidement, pour... Oui, non, on est à la fin de l'émission. Voilà. C'était pour dire, le retour aux religions du terroir, en le faisant aujourd'hui, c'est un rapport aux identités actuelles. Or, ces identités actuelles ont été construites de telle manière que, soit c'est le système des ordres, soit c'est le système des castes. Or, est-ce que notre corps social a toutes les ressources nécessaires de supporter un tel choc au jour d'aujourd'hui? Merci, M. Keita. Monsieur Doumbi Fakoli, vous avez le mot de la fin. 30 secondes. Je dirais à l'attention de ceux qui nous écoutent de ne pas faire la différence entre l'Égypte et l'Afrique noire. Cheikh Anta Diop dit que l'Égypte explique l'Afrique et l'Afrique explique l'Égypte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre la vision du monde de nos ancêtres en Égypte et celle de nos ancêtres Bamana, Sénoufo, Manding, Djola, Bamileke, etc. C'est exactement la même chose. Parce qu'on n'a pas le temps, on peut en faire facilement les démonstrations. Donc que les Africains sachent que leur véritable identité n'est pas dans ces identités diluées dans lesquelles on les a mises de force ou tout simplement par conversion, par voie d'autorité parentale. Et que donc si les Africains veulent avoir un jour à jouer un rôle fondamental, important, s'ils veulent être un jour des acteurs actifs et autonomes dans la direction du monde, il faut qu'ils se ressourcent, qu'ils se connectent à leurs valeurs ancestrales, qu'ils montrent qu'ils sont différents, mais qu'ils veulent aller à la construction d'un monde meilleur. C'est seulement à ce prix-là que l'Africain peut exister et peut sortir du trou dans lequel il se trouve. Il ne peut pas continuer comme ça en adorant les autres ancêtres et tourner le dos à ses propres ancêtres. Ce n'est pas possible. Dommage qu'on n'ait pas le temps. Peut-être qu'il faudrait faire une émission dans laquelle on pourra parler des génies tutélaires, des ancêtres et des égrégores. Et là, on va démontrer qu'effectivement, les ancêtres, les Africains sont dans l'erreur. Et le dernier mot, c'est tout simplement qu'ils cessent de croire à l'enfer. Parce que si l'être humain est une parcelle de Dieu, à partir du moment où Dieu ne ressent ni le froid, ni la chaleur, n'a pas faim, n'a pas soif, il va de soi qu'une fois désincarné, cette étincelle divine que Dieu a mise en l'être humain, une fois qu'il quitte le corps, ne peut ressentir aucun froid d'aucune sorte, aucune chaleur d'aucune sorte, n'a jamais faim, n'a jamais soif. D'ailleurs, personne n'a jamais vu nos ancêtres grelotter de froid ou chercher de l'ombre pour aller s'y mettre ou avoir faim ou avoir soif. Personne n'a jamais vu ça. Donc, ils cessent de croire à des histoires enfantines et qui redeviennent des adultes. Monsieur Nafé Keita, Monsieur Doumbi Fakoli, je vous remercie au nom de nos téléspectateurs de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Merci. Mais je vous promets qu'il y aura une autre émission précisément sur la thématique que vous venez de poser et j'espère que vous serez disponible pour en débattre avec moi. Nous attendons avec impatience. Merci encore. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission de ce soir. Vendredi prochain,
je voudrais vous poser la seule question suivante. Il y en a marre de quoi dans votre pays? Il y en a marre de quoi pour vous en Afrique? Envoyez-nous l'objet et les justifications de votre exaspération au 00 223 44 20 80 80, par SMS au 00 223 74 22 59 73, par mail à votre avis @africabletelevision.com. Excellente soirée chez vous. Prenez bien soin de vous-même et de tout ce que vous aimez. Et à vendredi.